ceux qui ne me connaissent pas ou que de nom, je suis un vieux Meudonnais, j'ai de la famille ici au cimetière, hélas, mais mes enfants sont nés ici. Enfin, j'étais Meudonnais pendant à peu près 40 ans, avant de m'exiler dans le sud-ouest, c'est pas désagréable, mais un peu pour le pétrole. Et pour juste faire un petit résumé de le fondement de mon intervention ici, c'est que ces carrières m'ont passionné depuis très longtemps. Moi, ce n'était pas des chœurs antiques que je voulais mettre là-dedans, c'était une orchestre de jazz, enfin bon, des attitudes différentes, et des goûts peut-être, mais ce qu'on a vu est admirable. Alors, ce qui m'est intervenu, c'est que j'ai travaillé beaucoup dans la craie pour faire des ouvrages souterrains dans la craie. Et dans ce domaine-là, j'ai travaillé à l'échelle nationale et à l'échelle internationale pour d'abord travailler dans la craie, alors avec des références très précises que j'ai, pas mal de publications, et en plus, je me suis occupé d'une commission de la Société internationale de mécanique des roches qui s'occupait de, elle s'appelait Rockefeller Mechanism and Environment. C'est mécanisme de stabilité des cavités souterraines, des ouvertures souterraines. Et pendant 11 ans, j'étais à la tête de cette commission où j'ai eu évidemment les meilleurs experts à peu près à l'échelle mondiale qui travaillaient avec moi. Ça a été passionnant, c'était extraordinaire. Ça s'est passé de 87 à 99 ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, pour revenir à la craie, j'ai travaillé pour le stockage de Petit Couronne dont vous entendez parler en ce moment. Il y a un stockage dans la craie qui a été fait, c'est de la craie turonienne. Le gros ouvrage que nous avons fait, c'est le stockage de propane de Gargenville. J'ai fait ça avec la société Géostock. En fait, le projet initial comportait 72 km de galeries. On n'était pas à côté du tunnel sous la Manche, on faisait le poids. Hein. C'était gros, quoi. Hein. Et alors, le projet a varié, il y a eu la crise pétrolière, le choc pétrolier de 73, ça s'est terminé par une douzaine de kilomètres de galeries à 150 mètres de profondeur dans la craie, la même craie. Je vais vous en montrer une photo, ça nous a posé des problèmes incroyables dans le bon sens. C'est qu'on a été surpris par la stabilité de la craie qui a montré des résultats qu'on ne comprenait pas très bien et qui nous ont mis vraiment absolument au pied du mur devant le problème de stabilité de la craie. Je suis revenu à la craie en étant passé au pétrole d'une façon complètement inattendue. Le champ des Cofisques a tout un ensemble de plateformes qui se sont enfoncées progressivement. Elles se sont enfoncées de 10 à 12 mètres, ces plateformes. Ces plateformes sont dans la même craie que celle de Meudon. Et vous allez voir qu'il y a des points communs. Elle est à 3000 mètres de profondeur, on pourrait dire que ça n'a rien à voir. Vous allez voir que le problème est très très voisin et il permet de remettre les choses au point. Alors je suis intervenu sur ce champ et c'est là que j'ai introduit, je ne voudrais pas dire j'ai introduit, j'ai fait introduire un brillant polytechnicien qui travaillait avec moi, un type extraordinaire, l'affaissement du ramollissement, le ramollissement de la craie, et vous allez voir que le problème ne se pose pas du tout comme il a été évoqué dans les rapports. On a travaillé après sur des stabilités de mines et de carrières pour le stockage en Angleterre, en Espagne, et surtout on a fait une expertise pour le gouvernement américain sur ces fameux phénomènes d'effondrement dits spontanés. Et à cette occasion-là, on a émis l'hypothèse qu'il y avait un mécanisme très spécial qui arrivait au-dessus pour ces effondrements dits généralisés, qui sont des effondrements spontanés, qui sont très brutaux et qui sont extrêmement dangereux, et on va mettre les choses au point. Alors, pour les carrières à rondelles, le problème est envisagé sous 3 aspects. Le comportement mécanique de la craie elle-même, hein. Ensuite, la stabilité de la structure des carrières, et puis il y a un autre problème à l'échelle au-dessus, la stabilité du versant. Et je parle de l'ensemble du versant. Les remblais, c'est un problème de mécanique des sols, c'est pour les constructeurs. Je parle de la stabilité du versant complète, hein, en carrière comprise. Alors, sur la structure de la craie, il faut mettre les choses bien au point et être bien précis. Je vais parler sous le contrôle de Michel Colchen ici, qui va rattraper si j'ai des bêtises. Hein. Voilà. Il y a 2 choses très différentes dans la craie. Il y a les craies qu'on appelle pures. Pour nous, les craies typiques. Ce sont des craies dans lesquelles il n'y a que les débris de ces microbêtes, les coccolithes, hein, qui sont des tout petits débris d'algues calcaires, je crois, et qui sont dans une espèce de soupe. Et entre ces petits nuages, entre ces coccolithes, dans les craies typiques, il n'y a pas de pont solide, il n'y a pas de ciment. Autrement dit, on a un agrégat microscopique d'une espèce de soupe qui tient, j'allais dire, comme un pâté de sable.
C'est-à-dire qu'il tient parce qu'entre les grains, il y a des micro-ponts d'eau capillaire. Je vous fais rentrer dans l'intimité de la craie. Et ça tient par ces petits ponts d'eau capillaire qui sont tout petits. Ça, ce sont les craies typiques, les craies pures. Dès qu'il y a un autre minéral, et la nature nous en fournit tous des bases, du magnésium, du fer, du calcium, du carbonate, il y a des petits ponts d'eau qui viennent se renforcer et, par un ciment, et la craie tourne tout doucement vers un calcaire glauconieux, vers un calcaire, etc. Enfin, il y a toutes les variétés, mais on n'est plus dans la craie typique. Et ces craies typiques, dès qu'il y a une impureté, elles deviennent beaucoup plus costauds. Alors, le problème qui a été évoqué sur la stabilité de la craie quand on change sa teneur en eau, quand on la mouille, il est posé complètement de travers dans les rapports, mais complètement de travers. Alors, voilà ce qui se passe quand vous avez une craie sèche. Ceux d'entre vous qui ont été au lycée, au tableau, ont le souvenir, quand on pose la craie sèche sur l'éponge, elle se ramollit. Sa teneur en eau passe de pratiquement 0% à 10 ou 15%. Et c'est simplement parce que les petits ponts d'eau capillaires, qui étaient tout petits, qui exercent des forces très violentes, sont élargis et deviennent plus forts. Mais une fois qu'on est à 15 à 20% de teneur en eau, il n'y a plus de perte de porosité. Les piliers des carrières de craie sont entre 50 et 80% d'eau. Autrement dit, quand elle passe de 50 à 100% d'eau, la craie, ça lui fait ni chaud ni froid. Elle s'en fout. Les ponts d'eau capillaires ont déjà grossi. Il reste la tenue de ces petits ponts d'eau capillaires, mais qui sont élargis. La craie s'est affaiblie, mais il n'y a absolument rien à craindre. Si les cavernes étaient complètement sèches, si les piliers étaient secs, alors là, il y aurait quelque chose à craindre de ce côté-là. Donc, ce problème de teneur en eau, de variation de teneur en eau, la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que les galeries qui baignent dans l'eau, les piliers sont parfaitement stables, il n'y a aucun désordre qui a été calculé, et dans la zone où il y a cette espèce de marnage, il n'y a absolument rien à craindre. Le deuxième point, qui n'a jamais été évoqué dans aucun rapport, alors on peut passer à la suivante, la diapo suivante. Le deuxième point, voilà la structure de la craie, vous l'avez, voilà. Alors sur les craies ici, sur les craies pures, voilà ce qui se passe. Alors dans les craies minérales, avec un minéral secondaire, il y a des ponts solides entre les grains, et la résistance augmente. On n'a jamais regardé dans les piliers de craie dedans, et ce serait très intéressant, il y aurait vraiment une étude à faire. Il y a des craies qui sont des craies à silex. On a tous vu les silex que les Allemands ou les STO se sont acharnés à enlever dans les galeries. Et ces craies, il y a une transition vers des craies impures, et ces ponts solides entre grains nous donnent une résistance qui augmente, avec un comportement mécanique qui est beaucoup plus costaud. Autrement dit, premier argument, il n'y a pas d'affaiblissement à craindre pour l'ennoyage des zones qui sont déjà saturées à plus de 50%, il n'y a rien à craindre. Le problème d'affaiblissement est mal posé. Ce n'est pas dans cette échelle-là de teneur en eau qui se pose, c'est quand on passe de la craie sèche à la craie largement saturée. Deuxième problème, on a probablement sous-estimé dans tous les essais qui ont été faits la résistance de la craie parce qu'on n'a pas considéré ces craies impures. Ce serait quelque chose à voir. Si j'avais des moyens, si j'avais un stagiaire, si je pouvais avoir un étudiant, je l'enverrais directement sur ce petit problème. Maintenant, il faut que je vous entraîne encore un petit peu plus loin dans l'intimité de la craie. C'est qu'il y a dans la craie des phénomènes de réarrangement de ces petits grains les uns contre les autres. Ces petits coccolites vont se frotter les uns contre les autres, enfin tout bien, tout honneur, et ils vont augmenter la résistance de la craie. Alors, nous appelons ça une adaptation microplastique. C'est-à-dire c'est une plasticité qui se fait, la craie se tasse un petit peu, et là, il y a une augmentation de résistance qui est très forte. Voilà l'allure de la craie. Michel Colchen pourrait vous en dire beaucoup plus long que moi là-dessus. Voilà les coccolites, vous voyez ces petits grains, c'est des débris d'algues, ils sont assemblés en cocosphère, c'est très très joli, mais entre ces ponts-là, ici, dans une craie typique, on ne voit absolument aucun lien solide, on ne voit pas de ciment. Et dès que la craie devient rechargée par une autre impureté, on a ces petits ponts solides qui arrivent entre grains. Alors, le troisième élément maintenant, si on vient, on va repasser là-dessus, on peut aller un petit peu plus loin encore, on va revenir là-dessus. Le deuxième, voilà ici,
voilà, le problème, c'est que c'est cette adaptation microplastique que dans les chantiers, nous n'avons pas réussi à mettre en évidence, parce que c'est très léger comme phénomène, c'est presque indétectable, mais c'est à l'origine de stabilité anormale qu'on constate dans certaines galeries. Maintenant, il y a un autre effet que personne ne considère jamais, et dont j'ai eu l'évidence dans les chantiers que j'ai faits, c'est que quand vous ouvrez une énorme galerie souterraine, imaginons 4 ou 5 mètres de diamètre, enfin, dimension comme celle-ci, vous avez tout autour de la galerie des écoulements d'eau qui se font quand on est sous la nappe. C'est le cas pour ce qui s'est passé à Meudon, certainement. Quand on est sous la nappe, il y a des petites lignes d'eau qui viennent vers la galerie. Ces lignes d'eau, sur le long de ces lignes d'eau, la pression diminue. Qu'est-ce qu'on fait quand la pression diminue? On dépose un calcaire secondaire. Autrement dit, il y a une espèce de micro-cimentation qui se fait à l'intérieur de la craie. Ce phénomène est à l'origine de ce que nous avons vu dans ces galeries du Vexin. Ça, c'est un design de galerie que nous avions fait dans les années 70 pour faire un stockage de propane. C'est là-dedans qu'on a fait nos 17 km de galerie. Vous voyez une forme ovoïde, ici, qui a donné une stabilité extraordinaire à 150 mètres de profondeur. Extraordinaire. Et vous voyez qu'ici, il y a non pas une petite ligne de rupture, mais c'est un petit lit de silex, un joint de silex, qui ne sont pas sédimentaires, M. pourrait nous en dire, qui sont de la migration de la silice et qui a renforcé probablement la voûte dans cette zone-là. Alors vous voyez, on avait pris dans ces galeries, juste pour vous, cette forme ovoïde qui nous a permis d'avoir une très bonne distribution de contraintes, une forme très harmonieuse. Et ici, on avait des surcroîts de contraintes, ici en clé, qui nous ont donné une stabilité extraordinaire pour ces galeries. On passe à la suivante. Là, nous avons 4 phénomènes qui jouent dans le bon sens, dans le sens favorable pour la craie. Il y a cette amélioration par une minéralisation secondaire qu'on a mise en évidence au muséum après des analyses. Il y a ces ruptures, ici cette adaptation microplastique, il y a l'effet des impuretés dans la craie. Vous voyez qu'il y a 3 ou 4 phénomènes dont on ne parle pas assez dans la craie et qui sont à l'origine de très bonnes de stabilité anormale, quelquefois bien meilleure que ce qu'on pouvait espérer. Alors, juste maintenant, si on passe non plus de l'échelle de la craie à l'échelle des cavités, on peut passer juste au suivant, je ne voudrais pas vous tenir très longtemps. Voilà. Alors, le stockage de Gargenville, voilà les cas vécus. Il y a eu une galerie test, je ne vais pas vous ennuyer avec des mesures de contraintes. On s'est aperçu dans une des galeries tests que les contraintes en parois de galerie étaient égales à la résistance de la craie. C'est-à-dire que dans les parois, nous avions pratiquement la résistance limite de la craie. Alors dans ces conditions-là, on aurait dû avoir des ruptures. Tout le monde m'avait dit, Vincent, dans les galeries, on doit prendre 50% de la résistance, enfin on avait des règles du pouce et tout. Et la direction de la société Géoscope m'a dit à ce moment-là, mais Maury, est-ce que vous êtes sûr que ça va lâcher? J'ai dit non, je ne suis pas sûr que ça va lâcher, parce que d'après les règles de l'art, ça devrait lâcher, mais ça ne va pas lâcher. Et ça, évidemment, quand on a fait les contraintes, quand on a fait les analyses de contraintes, on a vu une stabilité extraordinaire de ces galeries. Quand on a fait le projet, vous avez vu la chose, et plus j'ai eu une véritable provocation dans la craie, c'est-à-dire que dans une des parois de la galerie, où nous avions déjà des contraintes, on s'est mis à faire un trou. Autrement dit, on devait encore doubler les contraintes. Et qu'est-ce qu'on a vu? Moi, j'attendais les ruptures, je me disais, on va voir les caillages, etc. On n'a rien vu. On a eu une stabilité provocante. Pour nous, c'était un démenti absolument cinglant. Et on a eu une stabilité. Autrement dit, si je peux dire, en paroi de sépi, on avait un coefficient de sécurité de 0,5. Ça veut dire qu'on aurait dû lâcher 10 fois, ou 2 fois au moins, et qu'on ne voyait toujours absolument rien. Alors, vous voyez que ces expériences que l'on a dans la craie nous conduisent à être extrêmement prudents en raisonnant sur des coefficients de sécurité, de 1, de 1,5, de 2. Ça dépend les choses qu'on évalue, ça dépend la façon dont on prend les phénomènes, et c'est tout à fait discutable. Alors maintenant, je voudrais passer à l'échelle de la structure des galeries Arnaudet. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur une affaire d'effondrement généralisé. Et je voudrais vous parler un petit peu de ces effondrements généralisés. Il y a dans certains rapports des phrases qui sont complètement ahurissantes. On dit que la craie est un matériau qui est propice et qui donne des effondrements dits généralisés ou spontanés. Alors, ces effondrements, c'est tout à fait faux.
Les effondrements spontanés, globaux, qui sont des effondrements très dangereux, qui sont connus en mine, ont été identifiés parfaitement dans les mines de fer de Lorraine. Le minerai de fer n'a rien à voir avec la crème, je peux même le préciser. Ça a été vu dans des charbonnages en Afrique du Sud. Nous avons travaillé sur des tas qui sont apparus dans des schistes argileux, dans des calcaires, dans le Périgord, dans l'Oise, dans des phosphates en Tunisie. L'histoire de Clamart en 1961 est beaucoup, beaucoup plus complexe. Il ne faut surtout pas essayer d'extrapoler d'un cas à l'autre. Alors, voyant que tous ces mécanismes arrivaient, ces effondrements spontanés arrivaient dans des matériaux aussi différents que du charbon, des mines de fer, des schistes argileux, des calcaires, on s'est dit qu'il y avait quand même un phénomène qui était commun à toutes ces mines. En regardant bien, on s'est aperçu que ces effondrements survenaient après des périodes pluvieuses, très prononcées, très accentuées. Ça avait été parfaitement décrit par Tincelin dans les mines de fer de Lorraine. Chez nos collègues qui faisaient un stockage souterrain, ils ont ramassé leur stockage sur les figures après une période de pluie très forte, comme il y en a dans les Linois. À Chancelade, dans le Périgord, ça date de 1850, mais il y a des mentions de forte pluviométrie. Dans la crête Lamar, c'est plus louche. Dans les phosphates de Tunisie, c'est plus délicat. Qu'est-ce qui se passe dans ces effondrements spontanés? La dalle du toit est respectée par les mineurs. Les carriers ou les mineurs respectent une dalle du toit qui fait un véritable toit continu. Et dessous, il y a les piliers. Qu'est-ce qui se passe quand l'ensemble du massif va se déformer? Eh bien, il y a l'eau qui peut se mettre en pression dans le toit immédiat des galeries. Si par chance, il y a un boulon de mine, il y a une faille, il y a quelque chose qui fait le drainage, il n'y a pas de problème. Si par hasard, le drainage se bouche, et si la mise en charge se fait le long du toit immédiat, sans prévenir, sans rien, sans aucun mouvement, d'un seul coup, paf, on a la descente. Autrement dit, l'effondrement, il est dû à une structure tabulaire du toit, une mise en charge hydraulique, et un effondrement qui est un effondrement global et généralisé. Alors, j'en viens maintenant pour les carrières Arnaudet. Leur forme, et surtout cette forme du toit arrondi, des voûtes arrondies, qui a été faite par les mineurs, est une sauvegarde extraordinaire. Parce que ce phénomène d'effondrement spontané généralisé est impossible. Il ne peut pas se produire. Les formes des galeries Arnaudet donnent une distribution de contraintes qui est extraordinaire au point de vue homogénéité, répartition, et il n'y a absolument aucune possibilité de mise en charge du toit hydraulique. Il peut y avoir des venues d'eau qui augmentent un peu, mais il n'y a absolument aucune instabilité possible dans ce domaine-là. Alors, ces voûtes, maintenant, les voûtes et la géométrie des piliers, ce qu'on appelle l'élancement des piliers, sont excellents. Ils sont très favorables parce qu'ils ne sont pas trop élevés. Alors, le raccordement au mur et la sol, c'est-à-dire le point. Merci. C'est-à-dire le point des galeries. Le point, là. Et madame est assise. Hein? Le point. Là, il y a une concentration de contraintes qui est très mauvaise. Et quand nous avons visité les galeries dans les années 85-90, j'ai empoisonné à peu près toute la famille Gosset pour essayer de trouver des instabilités. J'ai rien pu voir. Rien pu voir. Il paraît qu'il y en aurait dans le rapport de l'INERIS, il y aurait certaines instabilités qui auraient été constatées au point. Je pense que là, c'est le troisième mécanisme dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'adaptation microplastique qui se fait et qui fait qu'on n'a pas pu voir d'amorce de rupture. Alors, ça nous met en condition qui, à mon avis, qui est très favorable et qui donne une excellente stabilité due au profil des galeries et des piliers. Alors, évidemment, ça évite complètement les possibilités de mise en charge hydraulique et des modes d'instabilité généralité dits spontanés. Alors maintenant, il y a certains piliers, dans les zones nord en particulier, j'en ai le souvenir, mais je voudrais me ranimer un petit peu mes souvenirs, qui peuvent être à l'origine de désordres locaux.